Linda Kebab. Soyez la bienvenue, Madame Kebab, qui est bien sûr déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. On est ravis de vous recevoir au lendemain d'une manifestation du 1er mai qui a été particulièrement coûteuse pour les forces de l'ordre. Très violente, je rappelle ces chiffres. 406 policiers blessés en France, dont 259 à Paris, 61 manifestants blessés, dont 31 à Paris. Il y a une image, cette image, on voit donc ce policier devant de nombreux journalistes, dont Lucas Prévost. On voit ce policier qui a été victime a priori d'un cocktail Molotov, et qui est grièvement blessé, brûlé, notamment aux yeux et dans d'autres parties du corps. Voilà, ça a été vraiment extrêmement violent. On a aussi vu tout à l'heure le sénateur qui était en observation, notamment place de la Nation, des tirs de mortier à bout portant, des jets de pierre. Quel bilan vous faites de ce 1er mai 2023 ? Un bilan similaire à de nombreuses mobilisations depuis plusieurs semaines. Là, on a les images d'un policier en l'occurrence qui est brûlé. On a eu le cas sur d'autres semaines, mais il n'y avait pas d'image, donc forcément ça faisait moins parler. Mais nous, on en avait connaissance, on n'en était pas moins choqués. Par exemple ? J'ai eu ce matin au téléphone le collègue qui a brûlé. Il est encore choqué, il est évidemment épuisé, il ne comprend pas. Juste des nouvelles de sa santé, il a déjà quel âge, quel profil ? J'ai parlé avec lui et il est bien trop choqué pour que je puisse outrepasser actuellement sa volonté. Pour le moment, qu'on n'en parle pas trop. Je pourrais faire fi, mais je ne veux pas rentrer là-dedans dans ce sensationnalisme. Comment il va ? Les blessures, c'est le visage, comme vous le disiez, la jambe, 2e degré, a priori, mais il est surtout extrêmement choqué parce qu'il s'est vu être embrasé. Il a été pris en charge par les collègues assez rapidement, puis par les sapeurs-pompiers. Mais en fait, là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il est juste épuisé. Et j'ai eu au téléphone et j'ai entendu la voix d'un homme qui ne correspond pas au gabarit que l'on peut voir là sur les images, d'un homme qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est là pour encadrer une manifestation, permettre à des personnes d'exercer leur droit le plus légitime, et c'est important de pouvoir manifester, et j'en étais hier d'ailleurs, et de pouvoir encadrer et de permettre aux gens de manifester en toute sécurité, et de se rendre compte que d'autres personnes viennent, non pas pour manifester, mais pour tuer des flics. On apprend à l'instant, pour répondre à la question que vous posiez, l'intersyndicale indique que la prochaine manifestation sera le 6 juin. Ça, c'est une information qu'on vous donne. Le 6 juin, c'est la prochaine mobilisation. Vous qui y étiez hier, donc, qu'avez-vous vu de vos yeux ? Alors, j'aimerais à chaque fois, c'est compliqué en fait de pouvoir faire la distinction, parce qu'on a d'un côté le discours de la masse médiatique et de l'autre côté la réalité du terrain. Vous savez très bien, monsieur, en tant que journaliste qui allait régulièrement sur le terrain, qu'il y a bien 2 cortèges distincts. Il y a celui des manifestants, avec des services d'ordre, des organisations syndicales qui font le boulot. De notre côté, en fait, on ne perçoit pas la violence. Quand on manifeste au sein du cortège dit classique, déclaré de l'intersyndicale, on est régulièrement arrêté parce qu'on sait que bien en amont, il y a des violences. Et ces violences sont exercées non pas dans le cortège de l'intersyndicale, et contrairement aux mots qui peuvent être employés aussi bien par les médias que par des militants politiques, notamment de la France Insoumise, ou des associations, ou des idéologues qui disent des manifestants dans le cortège subissent une charge de policiers. C'est pas le cortège. Non, c'est le pré-cortège. C'est les black blocs devant. C'est pire qu'un pré-cortège, parce qu'on a le cortège de tête, et souvent on a des personnes qui disent que c'est au sein de ce cortège de tête. Non, le cortège de tête, ce sont en général les figures des confédérations, et bien plus loin, bien devant, des centaines de mètres parfois, devant, on a ensuite le black bloc qui se forme, souvent entouré du syndicat de la CNT. Vous savez, ce syndicat les anarchistes affilié à l'extrême gauche qui refuse de s'associer à l'intersyndicale. Et c'est au sein de ce black bloc que sont les activistes violents, les ultras, qui ne sont pas des manifestants. Moi, je ne veux pas les appeler des manifestants, je les appelle des opportunistes, des personnes qui n'ont pas un mot pour les retraites, des personnes qui se fichent complètement des ouvriers, des classes moyennes qui travaillent, et qui sont juste là non pas pour, et j'aime pas cette expression casser du flic parce qu'on casse de la vaisselle, mais pour blesser et tuer des êtres humains que sont les policiers. Ils ont aussi cassé une grande partie du boulevard Voltaire. J'ai remonté, donc c'était de République à Nation, et j'ai fait tout le chemin inverse de Nation à République. Et vraiment, le boulevard Voltaire a été tagué. Il y a eu vraiment énormément de casses. Est-ce que vous avez l'impression que cette manifestation était particulièrement violente, ou pour vous, c'est une 13e manifestation comme les autres ? Malheureusement, elle est extrêmement violente pour les collègues qui sont chargés, en fait, justement, de gérer et d'intervenir au sein de ce black bloc. Je répète, pas ce cortège, ce black bloc. Mais au niveau des manifestants, vous l'avez vu, il y avait des caméras, des chaînes d'infos en continu qui interrogeaient les patrons des confédérations syndicales, et visiblement ça se passait bien. On sent un petit peu de gaz de temps en temps, on entend dire qu'en effet ça se passe mal bien en amont, mais globalement la manifestation elle se déroule normalement. Et d'ailleurs le drame il est là, c'est que les violences prennent le dessus dans le débat au détriment du débat de fond politique, syndical concernant la réforme des retraites. On a commencé ce sujet à cet instant par une chose qui est relativement grave, un collègue qui est gravement touché.
un collègue qui a subi une tentative d'homicide par des terroristes. J'ai pas d'autres mots pour les qualifier. Et finalement, on arrive à ce à quoi ils veulent aller, ces gens-là, c'est-à-dire mettre de côté ce débat sur la réforme des retraites pour ne parler que de leur idéologie. Alors, oui, Linda Kebab, deux questions. Ce matin, Gérald Darmanin a expliqué et a dit les sanctions pénales doivent être plus fermes. Bruno Retailleau, sur notre plateau, disait à l'égard de ceux qui s'en prennent aux policiers, la main de la justice ne doit pas trembler. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le cœur du problème? La suite, les sanctions judiciaires qui, a priori, semblent inexistantes ou en tout cas ne vont pas jusqu'au bout. Est-ce que vous regrettez ça? Et deuxième point, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'en dit, suite à ces violences, c'est Gérald Darmanin, 100% responsable. Et il a tweeté ce matin en disant les policiers devraient se méfier d'un chef, je cite aussi, lamentable. Vous répondez quoi? Alors, il y a deux éléments. Oui. Il y a un, sur la justice, la chaîne pénale, et ensuite, il y a la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui, je ne lui... vais pas réagir sur les propos de M. Mélenchon. Je veux dire, il fait son bise. C'est un homme qui est oui, il fait son business politique. Enfin, il est là, c'est de l'affrontement. Au lendemain de 400, au lendemain de ce qui s'est passé hier. Mais il n'a pas un mot pour les policiers. On est quand même celui qui a inscrit dans le débat public le mot barbare pour qualifier les policiers. Aujourd'hui, on est qualifié de barbare. Il a tort. Est-ce qu'il a tort quand il dit que Gérald Darmanin est à 100% responsable? Non, en fait, je pense que c'est bien aussi d'appeler à la responsabilité individuelle de ceux qui commettent des crimes et des délits. Enfin, c'est facile de dire qu'il y a évidemment un format politique, un format économique et social. J'étais à la manifestation, 13e mobilisation, vous l'avez dit, ça fait 13 fois qu'on se mobilise, notre organisation syndicale, et qui formons le plus gros cortège de policiers parce que à chaque mobilisation, syndicat, il y a unité, des centaines... CGP, police, force ouvrière. C'est ça, force ouvrière, des centaines de policiers qui, à chaque fois, ont manifesté derrière notre banderole. Donc oui, évidemment, il y a un climat politique et social qui est problématique, un climat économique qui est problématique, mais c'est le même climat sur lequel j'avais pointé le doigt au moment des Gilets jaunes, en disant on a demandé aux policiers d'aller régler le problème politique et social. La main ferme, problème. Ensuite, il y a cette question de justice où, en effet, on a aujourd'hui un outil judiciaire qui est inefficace. Il est tellement inefficace qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, la proposition de cette fameuse loi anti-casseurs qui permettait aux préfets d'interdire de manifester ou en tout cas de rejoindre les cortèges aux personnes qui seraient condamnées pour des violences. Oui, le préfet Nunez qui était sur LCI hier en direct disait j'aimerais bien mais je peux pas les arrêter. Oui, mais parce que le Conseil constitutionnel a retoqué. Je finis juste ma question, et notamment hier on a vu des balles de golf avec des explosifs dedans. Donc s'ils les attrapent la main avec là ils peuvent, mais sinon ils ont vraiment des fichiers, pour le coup souvent des fichiers S, ils ne peuvent pas légalement les arrêter. Pour reprendre la question de Julien, vous pensez qu'il faut durcir l'arsenal législatif sur ce point précis? Il faut déjà faire appliquer les lois, et le problème c'est que de l'application de la loi aujourd'hui elle est très compliquée pour la simple raison c'est que le doute bénéficie toujours à l'accusé, et que on va vous prendre un mot qui est très à la mode en ce moment et notamment par des avocats militants, c'est l'infraction insuffisamment caractérisée. Je vais vous poser la question à tous ici qui êtes journalistes. Est-ce que vous voyez couramment des images, notamment des ultras au sein du Black Bloc, au moment où ils caillassent, envoient des bombes artisanales, parce qu'il y a des bombes artisanales, des cocktails Molotov sur les policiers? Des bombes agricoles aussi. Non, il y en avait beaucoup hier. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'image en fait. En général, on voit des caméras de journalistes et même ceux de la street press qui se focalisent sur les policiers qui subissent le caillassage et l'envoi des bombes, mais on n'a pas d'image qui focalise sur les auteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des menaces qui sont exercées sur ces journalistes. On va se dire les choses très honnêtement. Le Black Bloc aujourd'hui, en tout cas ses membres, lorsque des personnes tournent les caméras, et j'ai des témoignages, et j'ai même des témoignages vidéo, menacent les journalistes sur la chaussée. Non, mais c'est important. C'est important parce que ce sont ces images-là qui nous permettraient d'identifier. Or, si on ne peut pas identifier, à la fin, ces gens-là sont libérés. On montre ici sur LCI les deux côtés, et pour en avoir beaucoup diffusé, on montre aussi les projectiles des manifestants. Oui, vous montrez les projectiles, mais on ne voit pas le visage des personnes qui Ils sont souvent masqués. Ils sont souvent masqués, mais on voit souvent leurs yeux. Masqués, les Black Blocs. Vous savez, il n'y a pas que la Ligue des droits de l'homme qui va en observateur, j'y vais également, et j'observe ce qui se passe. Ça, c'est ma question. Et à la différence de la Ligue des droits de l'homme, et j'ai les images, je ne m'amuse pas à frapper des CRS et à leur voler leurs équipements. Vous accusez J'ai les images d'un membre de la Ligue des droits de l'homme j'ai les images, un membre de la Ligue des droits de l'homme avec son petit scratch et d'autres qui sont dans, non pas le cortège, mais dans le Black Bloc, et l'un d'eux sans capuche et va voler le scratch et l'équipement d'un CRS avant de les défier. Ma question est de bonne foi. Comment est-ce qu'on explique il y a un mois un rapport du CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui, on ne peut pas dire qu'ils soient anti-gouvernement, ils sont nommés par le Premier ministre, ils sont 64, publient un rapport qui dit que la violence policière explose en France, et au point de dire que c'est une menace pour les droits de l'homme. Du coup, comment est-ce que vous prenez ça? Comment vous l'expliquez, pardon? Je ne vais pas me contenter de répéter cette expression qui dit que Dieu se fustige les hommes se rit des hommes qui fustigent les conséquences dont ils chérissent les causes. En fait,
fait, on a un véritable problème du Black Bloc et des ultra-violents en Europe. La France n'est pas le seul pays à subir cela, sauf qu'on focalise sur, je suis désolée, la réponse policière. Alors, je vais être très vulgaire, je suis désolée, je ne vais pas être lisse, mais lorsqu'il y a une rousse, c'est la charge, vous savez, policière, tout le monde en entend des cris d'orfraie sur le sujet, en parlant de violence policière. Lorsqu'on parle d'interpellation, notamment de membres qui sont violents, on va parler de violence dite policière. Mais on ne parle jamais des raisons qui ont poussé à ces charges dites violentes ou de l'usage de la force légitime, sur lesquelles cette CNCDH s'exprime sans prendre en compte le contexte général. Je suis désolée, une interpellation, une charge policière, une intervention de police dans un service non pas de maintien de l'ordre, mais de tentative de rétablissement de l'ordre, ça n'est pas beau à voir et j'en conviens. Qu'est-ce que vous répondez Néanmoins, à la il y a un problème en amont. On a des centaines de personnes qui viennent à chaque mobilisation, pas que des Français, on a des personnes de pays limitrophes, des étrangers, on les entend parler en espagnol, en flamand, etc., qui viennent et qui exercent des violences et qui repartent librement. Et quand elles sont interpellées, ces personnes, on en a parlé régulièrement dans le débat public, 300 personnes interpellées avec des policiers qui sont blessés, avec de la casse, avec des incendies, 300 personnes quasiment relâchées. À la fin, qu'est-ce qu'on a finalement comme schéma dans notre société ? Eh bien, on a ce mot qui revient, affrontement. Je trouve ça déplorable. Juste, qu'est-ce que vous répondez ? Attendez, juste, je termine. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Affrontement entre les forces de l'ordre et le Black Bloc. C'est pas des affrontements. Ça veut dire qu'entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus de société, il n'y a plus de république, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de législation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a opposé deux camps comme des gangs en disant d'un côté, il y a les policiers et les gendarmes et de l'autre côté, il y a le Black Bloc. Et puis, vous faites comme vous pouvez. Sauf que les policiers font comme ils peuvent. Et des fois, c'est pas joli à voir. Madame Kebab, qu'est-ce que vous répondez à la défenseur des droits Claire Hédon qui a été saisie 115 fois depuis début janvier et qui dit cette phrase très forte qu'on avait diffusée sur LCI: je m'inquiète franchement d'un climat qui contribue à fragiliser l'édifice démocratique. Mais moi, je suis d'accord avec elle. Oui, il y a un climat qui fragilise l'édifice démocratique avec cette liberté très égoïste et idéologique de quelques-uns qui viennent attaquer la liberté individuelle du plus grand nombre. Oui, évidemment, il y a une problématique parce que quand vous voulez, par la terreur et la violence, imposer une idéologie qui est celle, notamment des éléments d'ultra-gauche, vous utilisez la force et la violence et la terreur pour imposer votre idéologie, eh bien, vous faites régner un climat, en effet, qui est un danger pour la démocratie. C'est pas la réponse policière qui est problématique, parce que la réponse policière, elle est tout à fait aux normes lorsqu'il s'agit du cortège de l'intersyndical. Est-ce que vous avez vu des charges de policiers au niveau du cortège intersyndical ? On a manifesté du début à la fin sans problématique. Non, c'est bien au niveau des personnes violentes. Alors si on focalise là-dessus, moi j'aimerais juste qu'on focalise sur l'ensemble du scénario et qu'on explique pourquoi ces personnes reviennent chaque semaine très librement, sans aucune interdiction de manifester. Personne ne comprend. C'est comme Xavier. Il faut interroger l'autorité judiciaire aussi là-dessus, puisque l'autorité administrative est interdite par le Conseil constitutionnel de prendre des libertés d'interdire de manifester le relais. Eh bien, il faut que l'autorité judiciaire puisse expliquer elle aussi. Quelques secondes, Xavier. Pour essayer de comprendre et peut-être de conclure, 406 blessés dans les rangs des forces de l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de méthode, d'organisation face à ces groupes ultra-violents et qui sont de plus en plus violents, voire d'effectifs tout simplement ? Oui, bien sûr, on a plusieurs wagons de retard. Il y a eu d'abord le démantèlement des unités de force mobile il y a une dizaine d'années, le démantèlement du savoir-faire aussi bien en matière de maintien de l'ordre, mais surtout en matière de renseignement. Je vous rappelle que les RG avaient été démantelés autour des années 2010, puis remis au goût du jour, malheureusement, parce qu'il aura fallu des attentats gravissimes pour qu'on puisse se dire l'intérêt d'avoir des renseignements généraux. Et puis évidemment, cette proactivité qui manque en matière de renseignement, mais pas qu'en France, sur l'ensemble du territoire européen. On n'arrive toujours pas à être proactif et anticiper sur l'action notamment des éléments des ultra-violents et de leur intégration sur les cortèges. Vous l'avez dit vous-même, en fait, la problématique, c'est l'opérationnalité. Il y a un problème opérationnel. J'ai été un des rares à le dire qu'il y avait une problématique d'utilisation des effectifs sur la voie publique, avec parfois une mauvaise coordination entre les effectifs de sécurité publique et les effectifs des unités de force mobile. Il faut pouvoir coordonner. Il y a des progrès à mais faire. surtout, les services de renseignement, c'est important. Aujourd'hui, ils sont sous-utilisés et pourtant, ils font du travail. Voilà les préconisations de Linda Kebab.